Salut à tous, bienvenue dans votre émission Les Toqués du foot. C'est le grand retour de vos toqués. Alors, la télé c'est fini, mais vous pourrez continuer à nous suivre désormais sur les réseaux sociaux. On a plein d'endroits où vous proposez de nous suivre. On a bien sûr la page Facebook des Toqués du foot en replay. C'est ça, elle est toujours active. Hein. Je crois que c'est toi qui vas t'en occuper, hein, c'est ça, Lolo? Oh là, on a décidé ça quand? Là, tout de suite. J'avais pas compris qu'on avait décidé déjà. Mets ton masque, Mais l'agenda est trop chargé pour Laurent. On vous permettra également de suivre cette émission sur la page HPI, puisque notre ami Guillaume est ici. C'est ça, Guillaume, ouais. HPI. HPI 100% sport aussi. Voilà, donc on a pas mal pas mal d'endroits où vous pourrez continuer à nous suivre sur aussi notre chaîne YouTube, Les Toqués du foot. Voilà. Donc l'aventure recommence, on va dire, avec bien sûr on a choisi l'Euro, on a choisi le championnat d'Europe pour désormais vous proposer cette émission. Alors je suis content de vous retrouver, moi mes amis. Nous aussi. Franchement, nous aussi. Même s'il n'y a pas grand monde ce soir. Hein. Les meilleurs. Il y a les déserteurs. On excuse les absents un petit peu. Non. Voilà, l'ami Greg qui a essayé de faire du quad il n'y a pas longtemps et qui s'est mangé. Titi qui est occupé. On remercie aussi Olivier Besson qui va nous rejoindre tout à l'heure. Dédé Bodji qui est en vacances. Dédé Bodji qui est en vacances. Toujours en vacances celui-là. Il fallait bien redémarrer et on redémarre avec les forces vives. C'est pas grave parce que même quand il est là, il est en vacances. Merci Lolo d'être là. Ça fait moins 6 mois que tu nous demandes quand peut-on recommencer les toqués. Ben voilà, c'est parti. Ben voilà, ben c'est très bien. Beaucoup de choses à dire ce soir. Hein. Ouais, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur l'Euro notamment. Eh ben voilà. Oui. Et puis un petit peu peut-être aussi sur l'OM et les transferts à venir parce que ça parle beaucoup quand même autour de Marseille. Ça a toujours parlé beaucoup. Voilà. Olivier Amoureux qui nous accueille encore et toujours au complexe. Merci Olivier de ton accueil. Au contraire, c'est un réel plaisir. Bon. C'est partagé, je suppose, en plus. C'est partagé. Voilà. C'est clair et net. Voilà, franchement, c'est que du bonheur. quand même, non, il n'a pas compris ma question. En fait. Il est en train de réfléchir. Non, mais arrête. On est quand même bien. Hein. Voilà, on est, franchement, à midi on s'est vu, on a passé mieux un ce bon serait moment. trop. Ouais, c'est ça. Mieux c'est pas possible. Et puis Guillaume Messien, voilà Guillaume, merci. Alors pour toutes celles et ceux qui se faisaient du souci sur ta santé, tu nous rassures, ça va beaucoup mieux. Oui, depuis après un gros trimestre de problèmes de santé, mais, voilà. De retour. De retour, ça va mieux. Tu as repris tes fonctions au sein d'HPI. Voilà, et puis au sein également de la SPTT Manosque, où tu es le président depuis quelques mois maintenant. Depuis l'automne dernier, où j'ai succédé à Alain Demoulin à la présidence de la SPTT Omnisport. Donc de gros chantiers, de gros projets. On ne s'ennuie pas non plus, donc 9 sections, 15 disciplines. Et 15 disciplines à la SPTT. Et presque plus de 900 licenciés, donc le plus gros club sportif du département. Voilà, dans le tennis, la gymnastique. Combien d'adhérents à la SPTT aujourd'hui? En tout, quasiment 900. C'était 910 l'année dernière, donc le plus gros club du département au niveau sportif. Donc, et on va continuer à développer. Il y a des projets avec d'autres disciplines à partir de l'année prochaine. Donc, il y a plusieurs manifestations. La semaine prochaine, on accueille le championnat de France laser run. Donc, c'est course à pied et tir au pistolet. Donc, on ne s'ennuie pas. Il y a un gros événement qui est annoncé pour la fin de l'été, fin août. Bon. Donc, voilà. Donc, c'est cool ça. C'est passionnant. Voilà. Bon, ton sans compter, bien sûr, aussi depuis quelques ton plus sport HPI, parle-nous un peu de ce. Depuis 3 mois, depuis le mois d'avril. Depuis avril, hein. Depuis le 2 avril, on a lancé un mensuel de sport avec HPI. Qu'est-ce qu'on trouve dedans? Donc toutes les disciplines. Donc, on trouve aussi bien du foot que du tennis, que du canoë-kayak, que du rugby, du vélo, tout ça. Donc on consacre 24 pages tous les mois au sport dans les Alpes-de-Provence, donc sous toutes ses formes. Donc c'est passionnant de pouvoir évoquer sous le côté magazine de tout ce qui se passe, parce qu'on connaît des fois les très grands champions, mais on ne connaît pas forcément les petits jeunes qui débutent. Là, le mois dernier, on a parlé d'un jeune qui fait du motocross à Valençol. Cet après-midi, j'ai rencontré un jeune qui fait du kart à Manosque. Donc on fait leur portrait, on dresse à ce niveau-là. D'accord. Des interviews de champions comme Henri Lecomte le mois dernier. C'est un mensuel? Il y a 2 mois, tous les premiers vendredis du mois. Tous les premiers vendredis du mois. C'est le premier samedi du mois avant. Nous, c'est le premier vendredi du mois. Voilà. Ouais. Bon, c'est bien. Chacun a son plaisir. C'est moins hard quand même. Voilà. Hein. C'est du plaisir aussi. Alors ça joue au paddle. Vous savez qu'ici au complexe, on fait beaucoup de choses. On fait du ballon, on fait du paddle, on mange au Giorgio de délicieuses pizzas et puis une carte. Voilà. Pour l'avoir encore goûté aujourd'hui, on s'est régalé. On va parler ballon si vous voulez bien.
Hein Ouais, c'est bon. On peut parler tennis aussi, hein. Pub à faire, là, parce que Tennis, sinon- Formule 1. Sinon, vous le dites. Alors hier soir, alors que il est là. Olivier Il est Besson nous rejoint sur le plateau, viens mon ami, viens. Déjà une... Viens là, viens. Quand j'arrive, moi c'est le boxeur. Vous savez les gars. Comment tu vas? À pied. Bon. France-Allemagne les amis. Bien, On merci, gagne, ça va, tu marches. on peut y aller? Ouais, on peut y aller, pardon. Excusez-moi. Donc France-Allemagne. Ce match, je vais vous demander de me dire si d'abord la victoire est méritée. 1-0. On a quand même pas mal subi. J'ai regardé un petit peu les stats. Je crois que les Allemands ont 10 tirs, on en a 4. On a quand même beaucoup subi puisque la possession est En 10 tirs contre 4, nous on a cadré, eux ils ont pas cadré. Voilà. Parce qu'ils n'en ont qu'un cadré quand même. Oui, mais ça veut dire quand même que tu as Loris, été il quand a même passé une soirée de bousculé. pénard. On le voit quand même sur la deuxième mi-temps, tu as été un peu acculé. Alors que moi, ma question, c'est est-ce que la victoire est méritée? Et est-ce qu'on retrouve un petit peu le système de jeu de Deschamps pendant la Coupe du Monde où tu laisses un peu le ballon? Est-ce qu'ils ont laissé le ballon? Est-ce qu'ils n'ont pas eu le choix? Est-ce que c'était subi ou est-ce que c'était donc prévu? Alors, les Allemands avaient annoncé. Pourquoi tu commences? Je voulais faire parler. Excusez-moi. Tu me regardes, je réponds moi. Hein. Les Allemands avaient annoncé qu'ils allaient démarrer fort. Donc je pense qu'ils ont démarré fort. Et que les Français, je parle du premier quart d'heure de la première mi-temps, ont laissé le ballon naturellement aux Allemands. Ils ont surtout annoncé qu'ils voulaient jouer sale. Voilà. Oui, on Ils ont y joué reviendra, sale. je pense. Ils ont joué sale. Je pense que ça, on y Mais bon. reviendra. Mais donc le premier quart d'heure, je pense que c'est pas que tu laisses le ballon volontairement, mais disons que bon, ils le prennent. Eh ben, tant mieux, qu'ils le gardent. Et donc, ils ont essayé d'accélérer, mais sans être vraiment dangereux. Et derrière, l'équipe de France, elle a commencé à sortir naturellement quand elle a vu qu'elle risquait pas grand-chose des attaquants allemands, parce qu'il faut être objectif. Hein. Elle risquait pas grand-chose des attaquants allemands. Elle a commencé à sortir. Elle s'est montrée, je pense, sur les 20-25 dernières minutes de la première mi-temps, très nettement supérieure à cette équipe d'Allemagne. Bon, après, évidemment, tu rentres à la mi-temps, il y a 1-0. Les Allemands, au retour, ils ont compris que derrière, il y a Hongrie, il y a Portugal, et qu'ils ont déjà lâché 3 points contre un concurrent. Donc, les Allemands, quand ils reviennent, ils sont boostés à bloc, quoi. Et donc, oui, je pense que l'équipe de France a beaucoup subi, a souffert, Ils ont laissé mais aussi. sans trembler, en fait. A souffert, mais Sans trembler. on a laissé eu jouer. l'impression qu'ils géraient quand même. Oui, ils ont géré parce qu'on le voit. La force de cette équipe, on la connaît. Ils ont beau avoir 10 tirs. Loris s'était inquiété combien de fois? 2 fois. Gnabry 2 fois. Et Pour puis moi, il n'y c'est a que tout. la frappe de Gnabry Voilà, qui passe c'est juste tout. au-dessus. Mais qui nous, aurait par pu, contre, pour répondre à ta question, la victoire pour moi est largement méritée. C'est peut-être qu'un score très serré, 1-0, mais on a 2 buts qui sont hors jeu, deux vrais hors jeu. Ah bah, ils sont hors jeu, c'est pas la peine d'en parler. Mais, entre guillemets, les actions étaient là. Moi, pour moi, Les actions étaient là. les buts hors jeu, on n'en parle pas. On a- C'est hors jeu, on a c'est le hors jeu. poteau. Alors, les 15 buts On a hors le jeu. poteau de Rabiot, on a quand même des actions beaucoup plus franches, des situations beaucoup plus franches que les Allemands, et c'est largement mérité. Cette victoire, à aucun moment on a été en danger dans ce match. Enfin, après, Loris, cette équipe de France, tu parlais, on retrouve l'équipe de France de 2018. Mais cette équipe de France de 2018. Avec un bloc bas qui défend. Cette équipe de France de qui gère, 2018, qui gère. au départ du match, il n'y a que 2 joueurs hein, qui ont changé, c'est-à-dire Rabiot qui remplace Matuidi et Benzema qui remplace Giroud. Je pense que ça aussi on y reviendra. Et donc en fait, elle fait ce qu'elle sait faire cette équipe de France. Et je l'ai trouvée autant en maîtrise, effectivement, comme dit Guillaume, je l'ai trouvée autant en maîtrise que ce qu'elle l'était en 2018. Elle s'adapte à l'adversaire, je pense aussi. Et c'est vrai, comme Laurent l'a bien dit, on a laissé venir au début pour voir un peu ce qu'il y avait en face. Et c'est vrai que les Allemands, c'est des bons joueurs, il y a des sacrés joueurs, il n'y avait rien de dangereux. Qui ont fini par perdre patience et, Ouais, mais il y avait parfois rien de dangereux, parce que fâcher. Tiens, Olivier, il s'endort. Donne-lui son avis, il s'endort. Non, Müller, il y a eu des Gnabry, mais à aucun moment ils ont été vraiment inquiétés. On a vu Kimpembe, Varane, ils ont fait ce qu'ils ont voulu avec un trio devant qui a maîtrisé. Non, mais de toute façon, on va en parler après au niveau individuel un peu des joueurs. Alors, je veux dire, Pogba, Kanté, on va en Rabiot, parler. ils ont été énormes tous les 3 hier soir. on va en parler puisque Pogba a été élu l'homme du match et que je crois qu'il n'y a pas photo, non Pogba qui fait un énorme match. On sent que ce joueur a pris quand même de la maturité. Il est moins foufou et il joue quand il veut. il a de l'expérience. Le problème de Pogba, et c'est qu'il joue quand il a envie de jouer. Hier soir que. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi, tu dis n'importe quoi. Ça y est, tu commences. Tu reviens à peine aujourd'hui et tu commences à dire n'importe quoi. Pogba, il joue quand il veut. Ah oui, il joue quand il veut. Pogba, c'est un joueur masterclass, c'est tout. Il a toujours été. À la Coupe du Monde 2018, il a été masterclass. Et hier, il a encore été masterclass. On voit Dans les matchs qui comptent, Pogba, il est masterclass. Donc, je suis désolé. Manchester, Dire qu'il joue quand il veut, c'est pas vrai. Même à Manchester, tu as vu par quoi il est entouré. Je veux dire, il faut à un moment En arrêter. finale de Coupe d'Europe, Pogba, c'est un joueur Pogba. sous-côté. Quand il était à la Juve, on ne disait pas il joue quand il veut. Quand il était à la Juve, il faisait des gros matchs.
Voilà. Pogba, c'est un joueur masterclass et il a encore montré. Quand il a envie. Sur les réseaux sociaux. Quand il a envie. Non, Le problème de Pogba. C'est un superbe joueur, je suis d'accord avec toi, mais quand il a envie de jouer. Tu pourrais éventuellement dire, tu pourrais te poser la question, comment ça se fait qu'il y a un Varane au Real Madrid qui est un peu à la cave depuis le début de la saison, et le Varane d'hier, tu as l'impression que c'est pas le même joueur. Il a fait un beau Parce que match. Varane hier, il se promène, il se frise tout le long. Même Kimpembe a été bon, alors c'est te dire. En plus, il aboie, c'est un patron, quoi. Je veux dire, derrière, tu le vois, c'est lui qui place tout le monde. Tu vois, là, tu peux te poser la question. Moi, je me dis, effectivement, j'ai vu un Varane emprunter toute la saison au Real Madrid, et je le vois hier. Pogba, tu l'as envoyé le même bonhomme en face. Pourquoi, je sais pas. Et Pogba, pareil, à Manchester. Un match sur 2, il le joue pas, ou alors il fait Pogba, il a été blessé, beaucoup. Dans ce match, les Tokais, il y a eu pas mal de faits de jeu. Il y a eu des faits de jeu. Et l'arbitre a joué quand même un grand rôle dans ce match. On va parler quand même de ce penalty, pas penalty. On voit que sur ce contre, Mbappé a au moins 6 mètres de retard et il te passe devant le défenseur. Avant le penalty, tu étais quand même la morsure. Alors il y a une morsure, il y a des choses. Ils doivent déjà rester à 10 en première mi-temps. Ouais. Donc déjà, ça change déjà. Avant même, Kimmich, il doit prendre le deuxième jaune quand il met le pied à la tête d'Hernandez. Bon, à la limite, tu peux. Mais là, par contre, la morsure, je veux dire, l'avare l'a vu, tout le monde l'a vu. Donc la sanction doit être immédiate, quoi. Je comprends pas qu'à un moment donné, dans cette situation-là, en euro, c'est hyper important. C'est très bien que la télé joue un rôle très important aujourd'hui et on a demandé depuis des années l'avare. Et que là, les arbitres dans l'oreillette ne lui disaient pas, il faut revenir sur cette. Et je sais pas si tu es au courant, mais l'UEFA a communiqué cet après-midi en disant qu'il ne ferait pas d'enquête à ce sujet. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, les gars, que quand c'est l'Allemagne qui joue, il y a la politique au milieu. c'est un peu plus facile pour eux, on les laisse un peu plus On était faire. à Munich quand même. Bah, tu joues l'Allemagne en Allemagne, mais après les Allemands, on le sait. Mais on a quand même fait 10 minutes de plus. Surtout aujourd'hui, dans le foot d'aujourd'hui. Tu vois aujourd'hui avec que la VAR. l'UEFA demande à la France de s'expliquer sur le fait qu'ils ont laissé Pavard sur le terrain après le choc qu'il a reçu. Je pense que l'UEFA ferait mieux de s'intéresser à savoir pourquoi l'arbitre il met pas carton rouge au mec qui va le défoncer à Pavard. Ne me dis le mec il vient pas jouer le ballon, le mec il le sait qu'il peut pas avoir le ballon. Il y vient pour lui mettre un coup de genou dans la tête. C'est tout, tu peux me l'expliquer comme tu veux. Et alors il mène une. Alors, voilà, non mais tu demandes à la France de s'expliquer pourquoi après une commotion comme il a eu Varane, comme il a eu Pavard, vous le laissez sur le terrain. Donc en plus de ça, tu viens demander des explications à la France et pas à l'arbitre. Il y a un gros problème d'équité, je pense. Là-dessus, on n'est pas malheureusement, on n'est pas au même niveau. On aurait joué une équipe, on va dire peut-être le Portugal ou la Hongrie avec la même physionomie. L'arbitre est sifflé différemment. Là, c'est l'Allemagne. C'est des grosses nations, ça pèse lourd. Donc c'est chez elle, ça pèse lourd. Donc forcément, il y a l'arbitre qui est un peu. Et puis bon, je suis désolé, j'ai rien contre l'arbitre espagnol, mais on ne doit pas mettre un arbitre européen. On ne doit pas mettre un arbitre de la communauté européenne chez nous sur un match comme ça. Ah oui, mais alors tu fais quoi dans l'euro, tu mets pas d'arbitre européen. Non, mais tu mets. Comment? Non, sur un euro, tu mets pas d'arbitre européen. Non, mais tu peux mettre. Mais pourquoi tu peux mettre des arbitres européens? Si tu mets un arbitre européen, tu peux mettre un mec des pays scandinaves, pas un mec du sud. Oui, tu veux dire que pas mettre des arbitres qui arbitrent les favoris, quoi. Voilà, exactement. Voilà, j'ai compris. C'est malheureux à dire, je veux dire, mais on sait très bien qu'il y a une certaine rivalité dans tout ça. Mais c'est pour ça l'Espagne qui est à la cave cette année, l'arbitre espagnol. Je veux dire, il y a pas mal de faits de jeu qui font que l'arbitre va se laisser à un moment donné influencer. C'est pour ça que je rejoins Guillaume. Je veux dire, je pense que suédois, c'était pas pareil. Tu vois, je veux dire, un arbitre même si derrière ça se rapproche plus de l'Allemagne, mais c'est des gens qui sont quand même beaucoup plus carrés, même un arbitre anglais. Un arbitre anglais comme hier, je veux dire, c'est peut-être un arbitre tu vois, qui laisse être du jeu et qui est plus intransigeant sur des fautes que l'on a vues qui étaient flagrantes. Là, aujourd'hui, on met un espagnol qui est dépassé de la première minute à la 4e. Dépassé, je crois pas. Il n'a pas arbitré un match de Ligue 1. Il a arbitré que les matchs de Ligue 2 en Espagne. Le premier championnat d'Europe, il n'a jamais arbitré un match de Ligue 1. Le mec, il arrive, il a arbitré comme des équipes chez nous en Ligue 2 et il arrive en championnat d'Europe, il est là sur un match Allemagne-France. Non, mais au-delà de lui, c'est le problématique de que faisaient ceux qui étaient en train de regarder la VAR. Le coup de pied de Kimmich sur la tête de Hernandez, tout le monde le voit. Moi, si vous voulez mon avis, la VAR, ça va pas durer longtemps. Donc, ça va pas tarder à revenir en arrière. Tout le monde a vu 10 fois la morsure de Rudiger. Avec l'Allemagne, ça sert à rien. Tout le monde a vu la faute, même s'il est. Si personne ne le voit, l'arbitre touche, je le vois. Le penalty, le gardien touche le pied d'Mbappé avant de toucher le ballon. La VAR, on la voit. Normalement, dans les 16 mètres, c'est penalty. Pour nous. 2 hors-jeu, ils sont sifflés, on remonte 10 fois l'action. Le penalty, on l'a vu qu'une fois l'action. Oui, mais cela dit. Et on la voit pas, c'est pas net. Non, mais ils sont hors jeu. Les deux sont hors jeu. Par contre, le penalty, il est indiscutable d'abord déjà parce que tout le monde ne s'attarde à regarder le bas, mais il commence d'abord par lui accrocher le bras. Il le retient par le bras déjà au départ. Donc déjà rien que là, s'il tombe, il y a penalty. Et derrière, quand il le crochette, je suis désolé, il touche d'abord le joueur avant de toucher le ballon. Donc le penalty, il est indiscutable. Mais je veux dire, on pourra refaire le match 10 fois. Le penalty, les cartons rouges qui n'ont pas été distribués, les machins. C'est pour ça que je reviens à ce que disait Guillaume. Donc c'est victoire méritée de l'équipe
battre l'Allemagne en Allemagne, avec un arbitre qui arbitre à l'allemande 1-0, et c'est mérité. Et il faut le signaler, 0 carton pour les Bleus. Non. Et ça c'est bien. Là, parce qu'on est propre. Très peu de fautes même. Non mais quand tu maîtrises ton match du début jusqu'à la fin, quand derrière tu es bon, pas, quand au milieu de terrain tu es bon, quand devant tu fais ton travail. Je veux dire, tu avais une équipe qui était sereine, l'équipe de France n'a pas tremblé hier soir. Je trouve que on a beau dire, on se dit qu'on a perdu, on a gagné 1-0, on n'a pas fait du roi football. On était acculés mais on n'était pas inquiets. On s'attendait à ce qu'on fasse comme l'Italie, marquer 2-3 buts, qu'on survole cette équipe allemande. En face, il faut. Ça joue en face. C'est une équipe qui sera dans le dernier carré. Pas... Parce que l'Allemagne, je pense qu'elle sera dans le dernier carré. C'est ce que je pense aussi. C'est une équipe qui est facile, difficile à maîtriser. Par contre, la France a mis la barre haute hier soir en disant on est là, on est en place, on craint tout le monde. Par contre, on joue notre football. Mais c'est fort. Aujourd'hui, c'est fort d'arriver et d'assumer parce qu'ils assument. Ils ont joué en contre, tu as vu ce que ça a donné Non mais c'est fort, ils assument. Je veux dire, depuis une semaine, tout le monde leur dit ouais mais vous dites que vous êtes, on dit que vous êtes les favoris, est-ce que ça vous gêne pas et tout. Et tous, hein, Pogba, tous les joueurs qui sont passés, Mbappé, tous ceux qui sont passés en conférence de presse, dis donc, on assume. On sait qu'on a un statut à assurer. Et c'est encore plus fort de faire ce qu'ils ont fait hier avec ce statut-là, quoi, en disant ben on maîtrise. Voilà, on est aujourd'hui l'équipe à battre. Alors ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner l'Euro, hein, mais ça veut dire aujourd'hui l'équipe à battre, c'est nous. On a vu un bloc défensif bien compact et bien organisé. Moi j'ai adoré les deux latéraux. Les deux latéraux ont été énormes. Bon match, mais derrière les deux latéraux. Qu'est-ce qu'on peut dire sur alors l'attaque qu'est-ce qu'on peut dire sur l'attaque? On voit que Mbappé a fait quand même un bon match. Parce qu'il est là quand même, je ne sais pas si vous êtes d'accord. La deuxième mi-temps. Benzema, qu'est-ce qu'on peut dire sur Benzema? Sachant que Deschamps ne fait aucun changement à part Dembélé. Et alors que dans les matchs de préparation, on a utilisé quand même Dembélé. Dans les matchs de préparation, on utilise Dembélé, Ben Yedder par exemple et Giroud. À un moment donné, on voit que Benzema traîne la jambe dans la dernière demi-heure. Il est très fatigué, on le laisse sur le terrain. 70e. Pourquoi Deschamps ne fait pas ces Parce changements? qu'aujourd'hui, il y a, je pense qu'il y a le problème, c'est qu'il y a une hype médiatique sur le retour de Benzema. Il y est pour rien, le pauvre Benzema d'ailleurs, hein. Mais il y a une hype médiatique autour de lui qui fait que, je veux dire, tu regardes, vous l'avez vu à la pub à la mi-temps, le premier portrait qu'on te montre, c'est celui de Benzema. Ouais. Je veux dire, il y a une hype médiatique qui fait que, alors, c'est après un mot là, hype. Je ne sais pas si hype. Il était prêt pour le retour. Sauf que ce que je ne sais pas, c'est si Deschamps est sensible à ce genre de choses ou pas. Et manifestement, sur le match d'hier, j'aurais tendance à penser que oui, parce que je pense qu'à un moment, quand on était mal en point, hein, même si on gérait derrière, on était mal en point, on a balancé 3-4 ballons devant. Je pense qu'effectivement, Giroud, de par sa taille, il aurait gagné 2-3 duels de la tête et il t'aurait permis de remonter un peu le bloc. Ce que Benzema, qui n'a pas le même registre, n'a pas été capable de faire. Voilà. Et puis après, il faut être honnête aussi et dire qu'on nous a promis une équipe avec une animation offensive complètement différente avec Benzema par rapport à Giroud, sauf que l'équipe de France hier, elle a joué comme elle jouait en 2018. Voilà. Donc après... Et puis ce qui me gêne honnêtement, c'est que, je sais pas, avec le stade pas plein, on entend quand même les commentaires des coachs. À la partir de la 70e minute, on a entendu Deschamps pas arrêter de dire à Benzema, reviens, replie, il a dit allez, fais l'effort, 2-3 fois on l'a entendu. Ouais. Donc il sait très bien que ce jour-là, physiquement, il a une grosse saison avec le Real Madrid. Il a un joueur qui est en pleine bourre comme Giroud à la 75e, je veux dire, c'est une aubaine d'avoir un mec comme ça. Il faut s'en servir. Ouais, je veux dire, Benzema, il a fait 75 minutes, il est titulaire. Après, j'ai pas compris moi. Voilà. Non, mais peut-être que Giroud va jouer contre la Hongrie. Sur le premier match, tu peux te permettre à la 70e, 75e de lui dire bon allez, peut-être repose-toi un peu et on met après à la fin. Tu vas te garder les ballons. Tu le faisais rentrer Dembélé, il te garde les ballons. Tu joues pas le contre, c'est pas vrai, tu balances. Tu joues pas le. Non, il y a une différence entre jouer le contre et balancer. Tu balances. Tu le fais jouer comme tu dis face à l'Hongrie. Quand tu joues le contre, je t'entends. Mais hier, tu joues pas le contre, tu balances. Non, tu balances. Et quand tu balances, tu as besoin d'un pivot, d'un grand costaud qui te rattrape les ballons. Bien devant. Voilà. Tu as besoin de ça. Mais Giroud, peut-être qu'il ne rentre pas Giroud hier, comme il dit Guillaume, parce qu'il a prévu de le faire jouer contre la Hongrie. Il va jouer contre la Hongrie, je pense, qu'il sera beaucoup plus défensif. De toute façon, il faudrait qu'il se mette à tu prends quand même le risque à la 75e d'avoir un joueur fatigué. On est quand même à des joueurs qui ont fait pratiquement plus d'une cinquantaine de matchs dans leur championnat respectif. Donc il faut quand même savoir que les machines sont grippées, sont fatiguées. Et si tu veux finir l'Euro en force, il faudra que tu te serves de tout. C'est pour ça que je pense que Deschamps hier ne rend pas service à Benzema. Au deuxième match, on joue contre la Hongrie. Si tout va bien, même si c'est chez eux à Budapest, on va comme le gagner ce match contre la Hongrie. Il aura le troisième match contre le Portugal pour faire tourner potentiellement.
il va faire tourner sur le troisième match, comme Deschamps aime le faire à chaque fois sur le troisième match de poule, comme à la Coupe du Monde, où il fait tourner la moitié de l'équipe. Le Danemark, France-Danemark de la Coupe du Monde, il fait tourner les 9. Ouais, enfin, attends, Voilà. déjà qu'on batte la Hongrie. Contre la Hongrie, il se joue. Je dis si tout va bien. Il se joue où ce match contre la Hongrie? Budapest. À Budapest. Ça aussi, l'Euro, on peut en parler de ça quand même. Hein. Les Italiens qui jouent tous leurs matchs à domicile, les Allemands qui jouent tous leurs matchs à domicile. Il y a quand même un truc, moi je veux bien qu'on fasse un truc, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ça respecte pas l'équité sportive. Non, ça c'est clair. Mais logiquement, parce qu'avec le retour du public, quand même. C'est n'importe quoi. Il n'y a que le Portugal-France qui va se jouer en Allemagne. Voilà. Bon. Si tout va bien, on sera déjà premier. On parlait du retour de Benzema. Alors, donnez-moi votre avis sur le retour de Benzema. Est-ce que il est mitigé pour l'instant. Voilà. Est-ce que l'équipe de France, je ne réussis pas. Pour l'instant, il est mitigé. Il a sa place en équipe de France. Celui d'hier soir, 3 matchs. Il n'a pas apporté un grand plus pour l'instant. Le bilan. Maintenant, sur le premier match, oui. Mais le premier match de préparation, amical, on a vu, très bon. On a vu un beau match, voilà, mais les adversaires étaient à 10. Ouais. Alors c'était plus facile pour trouver des combinaisons. Mais il y a un manque de lucidité et réellement de marquer de but avec l'équipe de France, parce que avant qu'il se fasse, on va dire, éjecter il y a 5 ans en arrière, il était quand même pas non plus. Mais parce qu'il joue pas neuf. Non, il marquait pas beaucoup de buts. Ses statistiques n'étaient pas bonnes. Voilà, il était à 1000 et quelques minutes sans marquer de buts. Beaucoup moins bonnes déjà. Voilà, donc aujourd'hui, je veux dire, Benzema, on en fait un pain cuit. Je veux dire, pour l'instant. Il a sa place parce que c'est un des meilleurs joueurs, on va dire, dans son championnat. Il a fait une saison incroyable. Exactement, on ne peut pas le dénigrer. Oui, il joue. On peut pas dire que c'est pas un bon joueur de football. Par contre, en équipe de France, il fait pas le monsieur plus. Donc si d'un matin on attendait que Benzema soit monsieur plus, pour moi c'est pas monsieur plus. Surtout qu'on est obligé de changer un peu le système. C'est ça, on joue pour lui. Mbappé aujourd'hui joue comme quand il joue à Paris avec Neymar. Alors, il y a Benzema devant lui, il cherche sans arrêt la complicité avec Benzema, alors que des fois en retrait il peut y avoir des joueurs et ça va commencer à gonfler certains joueurs. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Giroud à un moment donné. Mais je pense pas assez bien. Tu fais une bonne analyse. Non, surtout, comment dire, tu nous mets le pied à l'étrier là-dessus parce que. J'essaie, c'est mon rôle. Si tu veux, je pense qu'effectivement, il faut tout part de cette histoire Giroud qui après le match contre aide-moi, la Bulgarie, après son doublé, sort cette phrase. D'abord, il y a deux choses. D'abord, pardon, on a le droit de parler, excuse-moi Guillaume, tu es journaliste, mais le journaliste qui vient voir un mec qui vient de frapper un doublé et que la première question qu'il lui pose, c'est on vous a pas vu pendant 30 minutes, je pense qu'effectivement, l'autre en face, il s'est un peu vexé. Et donc, il lui a répondu, pour qu'on me voit, il faudrait peut-être que les ballons ils arrivent. En gros, je résume ça. Et puis, tu peux pas dire un mec qui vient de planter. Est-ce que vous l'avez entendu dire Mbappé m'a pas envoyé le ballon, un tel il m'a pas envoyé le ballon, un tel il m'a pas envoyé le ballon. Vous l'avez pas entendu. Il n'y a pas d'une réalité. Vous l'avez pas entendu. Derrière, je pense que de toute façon, en plus, le fait que Mbappé lui a passé aucun ballon en deuxième étage, parce que tout le monde l'a vu. Hein. Je pense que tous ceux qui regardent le match l'ont bien vu qu'il lui a pas filé un ballon. Mais peu importe. D'ailleurs, le seul qui se sent visé, c'est Mbappé. Parce que je pense qu'il sait très bien qu'effectivement, il lui a pas filé un ballon. Il est fautif. Donc, et derrière, le problème, c'est qu'on part tout de suite derrière sur un débat où on reprend le débat Giroud-Benzema. Sauf que moi, je pense que Benzema, au milieu, c'est une victime là-dedans. C'est la victime de l'ego surdimensionné d'Mbappé. C'est un ego surdimensionné Mbappé. Et trop. C'est pour ça que moi, son match d'hier m'a plu. Parce que j'ai trouvé que, je pense qu'il y a eu recadrage en interne, sincèrement. Je pense qu'il y a eu recadrage en interne hier. Donc, et le problème, ça vient d'Mbappé, qui tout de suite veut aller à la presse et tout. Mais tu as 22 ans, l'autre à côté de toi, c'est un mec à 35 balais, 45 buts, qui a un peu plus de bouteilles, 46. Qui est le deuxième meilleur buteur de l'histoire en équipe de France. Qu'il ait dit ça, écoute, voilà, il a dit, si tu te sens visé, il se sent visé, c'est ça le problème. Si tu te sens visé, c'est que peut-être il a raison. Personne n'a rien dit, mais lui il se sent visé. C'est ça. Non, mais après, je pense qu'il y a aussi les médias qui font match, en permanence. Oui, mais s'il ne va pas au devant de la presse et qu'il ne fait pas de conférence de presse là-dessus, ça éteint le feu tout de suite. Hein. Il peut faire le premier service en fermant sa gueule. Hein. Il a voulu aller au devant de la presse pour pouvoir se justifier de quelque chose qui sait très bien qu'il est fautif. Donc forcément, les journalistes qu'ils ont fait, tu leur donnes de l'eau, tu fais, c'est vrai, hein, de l'eau à leur moulin. Les journalistes attendent qu'une chose, hein, c'est qu'il y ait une polémique pour pouvoir en rajouter, pour pouvoir vendre du papier ou faire des interviews. C'est ce qui s'est passé. Alors ça nous fait penser que on a eu peur. Oui, on a peur que Deschamps perde un peu son vestiaire. Non. Est-ce que la peur est légitime? C'est pas qu'il perde son vestiaire. C'est qu'en fait, je me dis, le problème, c'est que le collectif, on parle toujours de collectif dans le football. Ils ont tous confiance. Aujourd'hui, je rejoins un peu quand j'ai vu évoluer moi hier ou dans d'autres matchs avant, hein, les Portugais par exemple contre la Hongrie, j'ai regardé évoluer certains joueurs, mais je prends particulièrement la France. Quand on voit évoluer des Coman, des Dembélé, des Mbappé, on se rend compte que les propos de Longoria,
tout le monde y est tombé dessus, ils n'étaient pas si débiles que ça. Quand il dit les joueurs français sont des joueurs qui sont très très forts au niveau individuel, mais ce n'est pas des joueurs de collectif. Et je pense qu'il a raison, ils apprennent le collectif quand ils vont à l'étranger. D'ailleurs, je pense que si Mbappé se pose la question aujourd'hui, il y a peut-être un peu de ça. Et donc voilà, et Mbappé, qui veut battre tous les records, c'est très bien de le dire. Il a aujourd'hui le melon. C'est tout, moi je le dis comme je le pense, il a le melon. Quand le gars il te dit, quand tout le monde sait que c'est Griezmann par exemple, le tireur de pénalty, qui te dit moi j'ai pas entendu l'entraîneur le dire, en conférence de presse, il fout pas la merde quelque part quand il dit ça lui. Et juste une chose vite fait, sur la fameuse histoire avec Giroud. Quand Giroud dit ça, il parle pas d'Mbappé, on est d'accord, il a jamais parlé d'Mbappé. Par contre, quand Pogba vient le lendemain défendre le sujet, Pogba il dit non mais Kylian vous le connaissez, c'est un bon petit, il passe les ballons à tout le monde. Bon, on aimerait bien qu'il vienne le défendre un peu plus quand même. Et là, quand Pogba il dit ça, il parle de Mbappé là. Il n'a pas dit certains. Il a dit Mbappé. Mbappé, c'est pas vexé. Là, c'est pas vexé le type. Oui, parce que hier soir, quand même, ça a été un peu plus difficile. Bon, on les a vus un peu à des moments un peu importants venir défendre, mais il n'y a que Griezmann qui défend vraiment. Benzema, sur mi-temps, il a pas mal défendu quand même. Il est venu chercher des ballons au milieu de terrain. Il a beaucoup travaillé sur l'aspect défensif. Il a récupéré quelques ballons intéressants, c'est vrai. Chose que Giroud ne fait pas parce que par son physique, il n'arrive pas à le faire. Et c'est pas ce qu'on lui demande. C'est pas ce qu'on lui demande. Mais là-dessus, Benzema, on ne peut pas lui avoir reproché de ne pas avoir travaillé défensivement. Par contre, si on me dit le retour de Benzema, est-ce que c'est Monsieur Plus pour l'instant? Non. Non, bah après, on a encore tout. Mais Benzema, il est pour rien. Nous pour voir. Benzema, il vient, il se met sur le terrain, il fait ce que lui demande de faire son coach, je pense. Mais derrière, je veux dire, le problème, c'est tout ce qu'il y a autour. Le problème, c'est les médias. Moi, par exemple, aujourd'hui, pourquoi ça clive autant Benzema, Giroud? Parce qu'on a quand même un mec qui est deuxième meilleur buteur de l'équipe de France, de l'histoire de l'équipe de France, et le mec, depuis 3 semaines, il n'existe plus le type. C'est-à-dire que c'est dégueu, quoi. Ouais. C'est un joueur de Ligue 2 ou de National. Non, mais il a fait quand même que 38 minutes sur les 8 derniers matchs. Il faut dire aussi que Benzema est tellement bien intégré que d'un coup ça passe tellement bien que voilà, on a l'impression qu'il s'entraînait avec eux depuis toujours. Un peu de respect. Un peu de respect. Après, c'est ça. Après, il mérite au moins il a peut-être une idée derrière la tête aussi. Espérons que Deschamps le fasse jouer contre la Hongrie. Non, mais moi je m'en fous qu'il fasse jouer Giroud ou Benzema. Moi ce que je veux c'est qu'on gagne l'Euro. C'est l'heure de la pub les amis. Alors, je déconne, il n'y a plus de pub. Alors, comment? Normalement c'est le moment où il se fait resservir. Faut l'envoyer la pub, on s'en fout. Oui, mais parce que Thiem Bois. Donne-nous une pub n'importe quoi. Thiem Bois sans soif, regarde, nous on a encore les verres pleins. Elle a coupé. Mais non, il n'y a pas de pub. On boit un coup quand même. Elle coupe quand elle veut. On boit un coup alors. Les amis, on y retourne. Vous le savez, dans nos émissions, on prend toujours un petit moment pour se servir un verre. Moment. Alors un verre. Voilà, parce que voilà, vous savez, l'alcool, c'est avec modération. J'espère que vous faites comme nous. Servez-vous un verre et on va continuer à parler ballon. Alors, Olivier, tu nous chantais une jolie chanson parce que ce soir on a les Italiens qui jouent. Vas-y, je veux écouter ton bel organe. Non, j'ai pas la voix. Fratelli. Non mais c'est vrai que. Italia, c'est né. Non, parce qu'amoureux, c'est italien comme nom. Non, j'ai une femme qui est napolitaine et je l'adore. Et en même temps, pardi. Et en plus de ça, les Italiens, j'aime bien. Moi. Après la France, je suis pour l'Italie. Ouais. On vient de se régaler d'ailleurs avec tes bonnes pizzas. Merci. On dirait, chaque fois qu'on vient ici, on se croit en Italie de toute façon. Et qu'est-ce qu'on mange d'autre en ce moment ici, au complexe? Plein de ouvert le midi, tous les midis. Tous les midis. Ouais. On a des bonnes spaghettis al vongole. Alors là, des spaghettis au poulpe qui viennent d'arriver. Donc c'est très très bon. On a du tartare de bœuf, on a du classique et de l'entrecôte. Je l'ai goûté mercredi dernier, le tartare, excellent. Des fusillotti. L'entrecôte à midi, je me suis régalé. Des fusillotti à la brousse. Fusillotti figate des brousses, parce qu'aussi on peut parler un peu des Corses. Donc voilà, on a cannibalisme. On a des salades, pas mal de salades, une salade de poulpe qui vient d'arriver aussi cette semaine. Voilà. Et puis toutes les semaines on change, on met 2-3 plats un petit peu qui changent à la carte pour que les gens ne se sentent pas, on va dire, qui est toujours le même plat. Quoi, voilà. On essaie de faire tourner la carte et puis bon, les bonnes pizzas que nous avons dégusté nous pendant la pause. Puis il y a la machine aussi qui vous attend si toutefois alors, vous êtes en train de vous dire qu'elle est où cette machine? Elle est de suite à Esprit Colline. Elle est juste avant Danny-Viande sur votre gauche. Ne vous trompez pas. Surtout ne vous trompez pas. Avenue Majoral Arnaud, le distributeur. Merci. La pizza Giorgio. Voilà. C'est simple, vous téléchargez l'appli. 3 minutes après vous avez 2 pizzas. Voilà. Il va te piquer ta place lui. Et surtout de très très bonne pizza. Il va te piquer ta place. Tu as vu comme il a fait? Et c'est où? Attention, voilà. Il est. Tu chantais l'hymne italienne parce que on voulait repartir sur
le favori, selon vous, qui sera le favori de cet Euro? On sait que le tenant du titre, le Portugal, a gagné 3-0. Pas le Macédoine. Il faut voir le match. Hein. Ouais, voilà, faut voir le match. Hein. Avec le résultat à la fin. On a quand même gagné, on a l'Allemagne, on a la France, championne du monde, on a l'Italie, on a l'Espagne qui a fait un match, médiocre. L'Angleterre. Qui, selon vous, va gagner cet Euro? Attention aux Anglais chez eux. Toutes les phases finales est en Angleterre. Ouais. Donc en général les Anglais sont pas bons dans les phases. Le match n'était pas extraordinaire non plus. Non, mais en général les Anglais ratent toujours les derniers matchs. Ils réussissent souvent leur entrée en compétition mais ratent les derniers matchs. Là n'oublions pas que je crois que toutes les demi-finales sont en Angleterre. Eux ils jouent leurs 5 matchs ou 6 matchs potentiels chez eux. Ouais, il y a la Gold Line technologie aujourd'hui. Oui, mais ça n'empêche. Ils ne pourront pas faire le coup de 66. Oui, mais bon, on est 60 ans plus tard. Il y a des matchs en France. Non. On a eu 2016, on n'avait pas à se plaindre. Voilà. Mais c'est vrai que là, moi, je me méfierais bien des Anglais chez eux, à Wembley. Il y aura du public pour les phases finales. Donc, le fait à ce niveau-là, ça peut être une bonne surprise, même s'ils font partie déjà des favoris. Le fait de jouer à domicile, les potentielles demi-finales, s'ils y sont, bien sûr, rien ne dit qu'ils y seront. Tu mets billet sur l'Angleterre, là. Ils font partie des 2-3 favoris avec la France et l'Espagne. Moi, je reste. L'Espagne. Moi, j'aimerais bien un carré. J'aimerais bien un carré. Je reste sur des l'Allemagne, la France, l'Italie, forcément. Et après, je vois une surprise. Mais l'Allemagne, je vois une surprise. Alors, je me dis peut-être, voilà, une équipe sortie du chapeau comme ça. Non, faut pas déconner. Non, le Portugal. Non, les Portugais, non. Donc, et je pense que tous les ans, il y a quand même, tous les 2 ans, quand il y a ces compétitions-là, il y a toujours une surprise. Donc, je pense qu'il va y avoir une surprise, un 4e qui va sortir comme ça, qui va jouer les troubles faites. Mais voilà, les 3 potentiellement les 3 sont là. Moi je pense France, Allemagne, ça c'est sûr. Je pense que France, Allemagne pour moi sont les 2 favoris de l'Euro. Parce que l'Allemagne. Il dit non. L'Allemagne non. Il dit ce qu'il veut. Mais oui, mais toi aussi tu dis ce que tu veux. Tu dis les conneries que tu veux. Et c'est pas grave. T'es libre. Non mais tu auras le droit. Mais oui, mais toi aussi t'es libre. Tu as le droit de dire les conneries que tu veux. Mais les Allemands ne seront pas au bout. Les Allemands. Les Allemands sont pas au bout. Les Allemands ils étaient en reconstruction. Mais oui, mais l'eau justement il est sur la fin. Vu que ça n'a pas fonctionné, Laurent, t'as bien vu hier soir. À un moment donné, mais à un moment donné, il y a une image qui était frappante, qui était terrible hier soir pour lui. Il y a une image qui était terrible pour Joachim Löw hier soir. On voyait dans les tribunes 3 rangées derrière. C'est déjà son successeur, Flick. Il est déjà là. Il fait déjà. Il s'en fout, Joachim. Bah oui, mais non. Mais non, mais il s'en fout pas. Il s'en fout pas. Non, mais il s'en fout pas justement. Ça veut dire que le mec, il a déjà plus de prise sur son équipe. Il a fait ses boulettes. C'est grâce à que ça veut déjà dire qu'il a plus de prise sur son équipe. Si vous on a vu que les doigts. Parce qu'on parle football, il est énorme de développer en parlant de football. Mais parle pas de football avec les Allemands sur celui-là. Mais ça veut tout dire qu'il était déjà là. Le mec, les joueurs, ils s'en foutent de l'eau. C'est quoi cette cacophonie là? Ils avaient une génération qui était en reconstruction, si tu veux, ils avaient écarté les anciens notamment. Et là, Joachim Löw a repris quelques anciens pour recréer un équilibre. Et moi, j'ai trouvé que cet équilibre hier, il y était. Contre l'équipe de France. Je pense qu'ils ont perdu contre l'équipe de France parce que l'équipe de France s'est montrée supérieure hier. Mais je pense que pas beaucoup d'équipes vont malmener l'équipe de France comme l'Allemagne l'a malmené hier. Donc pour moi l'Allemagne, et puis l'Allemagne quoi qu'il arrive, même quand ils sont à la cave, ils sont toujours là. Les Belges ils sont toujours là, Laurent, ils sont pas toujours là. Et l'Italie qui est une équipe revancharde. L'Italie est une équipe revancharde qui a été privée de la Coupe. Laurent, avec un Verratti qui est en forme. Il joue ce soir. Non, il joue pas ce soir. Bah si, il joue. Mais non, il joue pas ce soir. T'as mal regardé. Toi aussi, t'as mal regardé. Et je te rappelle que l'Allemagne, la dernière Coupe du Monde, ils ont été éliminés au premier tour quand même. Donc ne dis pas qu'à chaque fois ils sont là au rendez-vous. Ils n'étaient pas là en 2018. Ils ont été éliminés au premier tour. C'est lui le Bordelais. Bon, il voit Bordeaux champion tous les ans. Ça nous donne l'opportunité de basculer sur la Ligue 1. On parle un peu de Marseille quand même. Ah oui, de Marseille, j'ai cru qu'on allait parler de Bordeaux. On peut parler de Bordeaux. Bordeaux sauvé. Sauvé pas forcément, mais bon. On en est où là, Bordeaux? Sauvé pas forcément. Aux dernières infos, ce serait Gérard Lopez. De Jean-Marie Blaise. Aux dernières nouvelles, ce serait Gérard Lopez qui serait le repreneur de Bordeaux avec un fonds américain et un prêt de 150 millions. Donc rien de forcément. Voilà, Lopez a fait ses preuves à Lille. Maintenant, Lille est aussi endetté à plus de 100 millions d'euros. Champion. Voilà, champion, mais endetté à plus de 100 millions d'euros avec un président viré parce qu'il était viré par le fonds de pension, qu'on le veuille ou non. S'il s'est fait éjecter alors qu'il était président.
Donc ici, il a été viré parce qu'il devait vendre en janvier et qu'il n'a pas vendu. Oui, non, mais il a été viré quoi qu'il arrive, peu importe. Le problème, il est pas, la raison n'est pas là. Il était viré, donc voilà. Donc le mec, c'est difficile à dire. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, on verra bien, demain ou après-demain, quel repreneur potentiel serait retenu. Et on verra après selon le projet potentiel de ce repreneur-là. Maintenant, alors pour les gens qui nous ont quittés quand on a commencé à parler de Bordeaux, on va parler de l'OM maintenant. Voilà. C'est quoi cette émission? On a fait chier tout le monde. On va parler de l'émission. Non, on plaisante, Guillaume. Des anciens Parisiens. D'abord, un bilan sur cette saison. Tu finis. Voilà. C'est fait. Ça y est, c'est bon. On a fait le bilan. On a fait le bilan. L'arrivée de Sampaoli pour vous. Elle est ratée la saison, 5e. Non mais le bilan, on s'en fout. Bah oui, mais que tu le veuilles ou non, il est raté. L'OM a le 5e budget. Il n'y a rien de plus normal que ça. Ils étaient 2e la saison précédente. Peu importe, ils ont le 5e budget, ils sont le 5e, il n'y a rien de plus logique. Ça c'est fait. C'est un budget, ça sort bien. Une saison ratée. Malgré tout. Tu vires ton entraîneur, tu as une saison ratée. Malgré tout, McCourt. On a l'impression qu'il est surmotivé, il va injecter de l'argent, il permet à Longoria d'acheter peut-être 10 joueurs pendant le mercato. Est-ce que la motivation, elle est vraiment pour garder le club selon vous, ou est-ce qu'il y a toujours cette vente qui plane au-dessus de l'OM? Qu'est-ce qui fait McCourt là? Ça, moi, sur la vente, je ne m'avancerai pas parce que je crois que personne n'en sait rien. Par contre, ce qui est sûr, c'est que McCourt a souvent dit, par l'intermédiaire de son président qui était héros avant, que le problème, c'est pas qu'il ne voulait pas investir, lui, c'est qu'il avait un problème avec le fair play financier. Sauf qu'aujourd'hui, le fair play financier lâche un peu la grappe, et manifestement, McCourt est prêt à remettre au pot. Alors pourquoi il est prêt à remettre au pot? Est-ce que c'est parce que il y a eu un peu aussi la guerre à la commanderie avec les gens qui sont un peu montés au créneau? Ça a été un peu le bordel, ça a sûrement servi à ça puisque ça a permis d'écarter le bordel, il faut jeter 60 millions d'euros, d'écarter Héros. Et donc voilà, mais il n'empêche que quand on voit les rumeurs aujourd'hui de mercato sur l'OM, on se dit que ça a l'air plutôt intéressant. Sachant que Longoria, ce qui plaît aux Marseillais, je pense, c'est que c'est un mec qui pue le football. Quand tu vois sa réaction sur les buts de Marseille, je veux dire, alors on peut dire que il fait quand même du bon travail. Ouais, quelque part, il aime le football, il aime ce qu'il fait, et quand il va chercher un joueur, je pense que c'est relativement maîtrisé. Après, l'OM n'a pas les moyens. Contrairement à ce qu'on avait comme des anciens directeurs sportifs qui mettaient de l'argent pour leur propre rentabilité personnelle. Non, mais pour eux, c'est-à-dire que c'est des joueurs qui faisaient signer, comme quand un entraîneur comme Rudy Garcia arrive et qu'il est forcément agent de joueur ou qu'il a derrière, on va dire, un intérêt à ce que les joueurs signent. Tu peux pas avoir une équipe de football qui tient la route. Par contre, Longoria, il n'a rien à voir. Je veux dire, lui, c'est un directeur sportif, il est là. Je pense pas qu'il ait des joueurs sous contrat, même si derrière il a un peu des avantages en nature ou en espèces. On sait très bien que ça peut arriver, mais ça ne nous regarde pas. Mais derrière, tu sens que le travail qui est fait, c'est un peu la lignée de ce que faisait Pape Diouf à l'OM. Quand Pape Diouf était là, il y avait un bon recrutement, c'était intéressant, tout était qualitatif. La seule crainte que j'ai, c'est que 80% des pistes sont des pistes sud-américaines, et que je me dis, imagine en début de saison, je sais pas, vers octobre, novembre, il y a une crise de résultats. Et on est obligé de licencier Sampaoli parce que les résultats, quand ils ne sont pas là en général, c'est l'entraîneur qui saute. Et que derrière, tu vas te retrouver avec un mec qui va venir. Et on va se retrouver avec une équipe à 80%. Non, mais tu sais pourquoi ils prennent des joueurs de Sud-Américains? C'est à cause de la CAN. Hein. Parce que quand tu prends des joueurs nord-africains, tu les perds à la CAN. Donc ça, c'est une réelle volonté. Et Pape Diouf l'avait dit, même si c'était quelqu'un qui était africain, il disait qu'aujourd'hui c'était compliqué parce qu'à partir du mois de janvier, tu n'avais plus tes joueurs, tes recrues qui partaient à la CAN. Donc tu recrutais des joueurs pour que pendant 3 mois, enfin 2 mois, tu t'amuses pas. Donc je vois pas l'intérêt de mettre 20-30 millions d'euros dans un recrutement si tes joueurs tu les mets. Par contre, derrière, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas rêver. Aujourd'hui, financièrement, de toute façon, sportivement et financièrement, l'OM, c'est pas au niveau de Lyon, Paris et Monaco. Bien sûr. C'est clair. Ces trois-là, ils ont des moyens supérieurs à ce que peut avoir l'Olympique de Marseille. Même Lille, cette année, avait des moyens supérieurs. Donc il faut se contenter d'une Ligue Europa, c'est déjà bien. Donc voilà. Donc, pour moi, c'est pour ça que tu parlais d'échec tout à l'heure. C'est un échec. En Ligue des Champions, c'est un échec auprès. Que tu le veuilles ou non, c'est un échec de finir 5e. C'est pas un échec quand tu as le 5e budget. Bah si, c'est un échec. Quand tu vois l'effectif, tu as quand même 3 champions du monde dans ton équipe, c'est un échec. Ouais, mais t'as pas 3 champions du monde. T'as 3 champions du monde qui ont. T'as un mec à T'as 3 champions du monde qui n'ont pas joué. Si ton objectif c'est la Ligue des Champions. Mais quand tu vois comment ça s'est passé. C'est comme à l'époque quand tu avais champion du monde, comme Diomède, il n'a pas fait un match. Champion du monde. Quand Delel a été champion du monde, il n'a pas fait un match. T'as un effectif, on avait champion du monde, ça c'est faux. il était brave. T'as un effectif qui était largement au niveau de celui de Lille, il faut arrêter. Il a fait une belle saison. Ça c'est faux. Mais il n'a pas joué en équipe de France. Olivier, t'as un effectif qui était largement au niveau de l'effectif de Lille en début de saison.
Alors, je suis d'accord avec toi, mais la seule différence que tu as eu. Non, mais la seule différence que tu as eu avec Marseille, c'est que tu as eu un réel entraîneur qui a fédéré quelque chose qui s'appelle Galtier. Et on remercie aussi Camille Galtier, au passage. Oui, mais ils feront qu'une saison comme ça. Non, mais c'est ça. Les Galtier sont des winners. Donc voilà. Mais par contre, tu as quelqu'un qui a fédéré. Mais il faut qu'une saison. Être champion un an, disparaître pendant 10 ans, ça ne sert à rien. Je suis d'accord avec toi. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, cette saison, tu avais un effectif qui, derrière celui du PSG, de Lyon et de Monaco, était large. Alors derrière le quatrième. Au pire, PSG Lyon, pour une place. Eh ben oui, mais que tu le veuilles ou non. Quatrième, c'est quoi? Que tu le veuilles ou non. Donc dire que l'OM en Ligue Europa, c'est un échec. C'est une saison ratée parce qu'au bout de 6 mois, tu vires ton entraîneur. Cher Guillaume, tu vires ton entraîneur. Tu dis tout seul. Tu dis que l'Europa League. Non. Tu dis que l'Europa League. Tu vires ton entraîneur en 6 mois. C'est une saison ratée. Alors que normalement, tu aurais dû terminer quatrième et donc tu aurais été en Europa League. Tu sais, t'es deuxième l'année dernière. Tu penses qu'elle est ratée. Mais si tu sais, avec l'effectif marseillais, le contexte marseillais, les problèmes qu'il y a eu. Non mais le contexte est très compliqué. C'est toujours facile. Non, c'est facile. Je pense que tu ne connais pas certaines choses. À Bordeaux, mais par contre, quand tu vires ton entraîneur, et tu finis 5e, pour moi la saison elle est correcte. Parce que normalement tu dois finir 10e quand tu vires ton entraîneur. Quand tu perds ton entraîneur au bout de 4 mois, ça montre justement que tu avais d'autres objectifs que de finir 5e. Je ne suis pas complètement en désaccord dans la mesure où l'OM, quand tu t'appelles l'OM, tu dois ambitionner chaque saison de jouer la Ligue des Champions. Et là-dessus, je suis d'accord avec toi. Donc c'est un échec. Je te dis juste donc tu te contredis aussi. Tu te contredis aussi. Juste que cette année, parce que tu n'aimes pas l'OM, donc tu n'es pas objectif. Non, ça n'a rien à voir. Mais quand justement, j'ai plus d'objectivité en n'étant pas fan de l'OM. Que cette année, avec les problèmes qu'il y a eu, le changement d'entraîneur, le machin, des joueurs qui n'ont pas été à leur forme. Pourquoi on a changé d'entraîneur? Qui revenait de presque un an de blessure, qui n'a pas donné la pleine mesure de ses moyens, un Payet qui arrive avec 10 kilos de trop en début de saison. Donc il y a eu beaucoup d'événements. Donc à l'arrivée, je trouve que terminer en Europa League, c'est pas si mal. C'est mal parce que si tu es content de ça quand tu as l'effectif que tu as. Personne a dit qu'il était content. Alors tu es content que Bordeaux se soit sauvé à la dernière journée. Mais non, bien sûr. Personne a dit qu'il était content. Bien sûr. Mais me dis pas que c'est pas un échec. C'est moindre mal et que c'est. C'est un échec quand tu vises la Ligue des Champions. Mais d'un autre côté, c'est pas un échec parce que tu te retrouves quand même en Ligue Europa et tu vas quand même faire une saison en Ligue Europa qui est pas non plus des moindres parce que quand tu vois qu'à Manchester City cette année en finale de Ligue Europa, tu as quand même des équipes qui tiennent la route. Et donc je veux dire, dès l'instant où tu es européen, je pense qu'en France, dès l'instant où tu es européen, je pense que ta saison, allez. Et puis on est dans un monde où c'est Lyon soit un échec pour Lyon. C'est un échec pour Lyon. Pour Lyon, j'accepte. Tu vois, Monaco, ça a été des échecs parce que voilà, il y avait du budget. Les autres années, ils n'ont pas été qualifiés. Là, ils sont qualifiés. Bon, c'est une bonne chose. Mais Lyon, c'est un échec. Marseille, avec la saison rocambolesque, changement de président, virer l'entraîneur, Patin et compagnie, plus de directeur sportif, tu te retrouves avec la commanderie qui brûle, tu te retrouves 5e. C'est un miracle, l'Europa League. C'est un miracle. Et je peux dire que moi, je suis content parce que ça va nous faire des matchs en plus. Un miracle. Je suis désolé, mais c'est la bonne mère qui parle. Ça va nous faire des matchs en plus. Non, mais lui, il est encore sur la frustration du fait que Paris n'ait pas été champion. Parce qu'il se dit, supporter bordelais, mais tout le monde sait qu'il est supporter Paris. Moi, je suis obligé de vous quitter parce que le droit m'appelle. Merci. Mais vous êtes les bienvenus, vous pouvez rester. Tu sais, l'émission est presque terminée. Merci Olive de ton accueil. On est dans un monde où le football aujourd'hui, où le football il est dirigé par l'argent, il faut dire les choses comme elles sont. Et aujourd'hui, la réalité économique, que tu le veuilles ou non, c'est que l'OM est le 5e budget du championnat. C'est la réalité ça. L'OM est le 5e budget du championnat, il termine 5e. Oui, 5e budget avec les joueurs qui ont quasiment les meilleurs salaires du championnat. Tu sais que tout le monde va finir à comprendre que tu n'aimes pas l'OM. Tout le monde va finir par le comprendre. Il fallait quand même, sinon c'est pas rigolo. Il fallait révéler son truc au grand jour. Ça y est, c'est fait. Maintenant, pour moi, les amis. Mais nous, on aime bien Bordeaux, on te rassure. Pas de souci. On aime bien le Bordeaux. Pour terminer, les amis, on sait quand même, si on se replonge dans la saison de l'OM, on a vu des matchs catastrophiques. C'était minable, pas que le terrible. Donc, effectivement, on se demandait où on allait terminer et on finit 5e. Mais il y a quand même pour moi 2 échecs plus importants, c'est celui de Lyon et de Paris. Paris qui laisse Lille. Paris, c'est un accident industriel. Enfin, on va laisser le supporter de Paris nous dire ce qu'il en pense. Mais Paris qui finit 2e. C'est un pur échec de cet échec. J'ai aucun souci à dire que c'est un échec. C'est un accident industriel. Mais leur échec, ils l'ont fait dès le début de saison. Je veux dire. Qu'on le veuille ou non, ils ont accordé une semaine de vacances à des joueurs après la Ligue des Champions. Contre Marseille, elle fait mal. Après, ils n'ont pas joué les matchs sérieusement les 3 quarts de la saison.
Mais toi qui es supporter de Paris, est-ce que tu peux être supporter de Paris? Je veux dire, les mecs, ils n'ont pas joué la saison, ils n'ont pas joué la saison. Ils ont joué que la Ligue des Champions. Je te pose une vraie question. Est-ce que tu penses que dans des grands clubs européens, puisque Paris se définit comme un grand club européen, de même, ils se définissent, voyons plus grand, rêvons plus grand, ils font une finale de Ligue des Champions. Est-ce que tu penses que des Neymar, on a vu que non, mais est-ce que tu penses que des Neymar, des Mbappé se comporteraient de la même manière dans un autre grand club européen? Je ne sais pas, c'est une belle question. Est-ce que tu penses sincèrement qu'à Paris, l'institution est plus forte que les joueurs? Vraiment. Est-ce que tu penses que l'entraîneur est plus important que les joueurs? Mais les entraîneurs se font virer de partout. Voilà. Oui, mais à Paris, c'est quand même. À Paris, il n'y a personne qui réussit. Il n'y a personne qui y arrive. Il y a quand même un problème. Tu prends le mec, un an et demi, après tu le vires. Mais ça n'a rien à voir. Ils avaient Ancelotti. Regarde, il s'est fait virer. Regarde où il est. Et Emery s'est fait virer de Arsenal aussi. Tourelle, il se fait virer à cause de Neymar. Donc il y en a plein qui se font virer de Arsenal. Il s'est fait virer ailleurs. Il s'est fait virer de Madrid après avoir gagné la Ligue des Champions. Donc les entraîneurs, c'est leur job. Si on regarde ceux qui ont eu les meilleurs résultats avec Paris, sont Ancelotti et Blanc. Ah oui. Et donc on va te chercher. C'était l'époque que moi je reconnais, je pense qu'ils étaient beaucoup plus forts à l'époque. C'était l'époque d'Ibrahimovic et de Mota. Mais en parlant d'Ibrahimovic, tu fais bien de parler de ce sujet-là. Ibrahimovic avec sa gouaille, tu sais, qui disait j'ai mis Paris au cœur du machin et tout. Mais n'empêche qu'il avait ce discours-là. Mais sur le terrain, et je pense dans l'institution, il mettait l'institution au-dessus de lui. C'est pour ça que je dis que le PSG de l'époque Ibrahimovic-Mota était plus fort que le PSG d'aujourd'hui. Le problème du PSG, ce sont ses dirigeants. Ce sont ces dirigeants qui n'ont toujours pas compris que quand un entraîneur, parce que moi je suis persuadé qu'à un moment ou un autre, le Tourelle il a été voir et il a dit moi le Mbappé ou les marges je les mets sur le banc. Je suis sûr qu'à un moment il a été le faire et qu'on lui a dit non. Tourelle, tout le monde, Tourelle s'est viré d'autres clubs avant, il se fera virer de Chelsea parce qu'à Chelsea ils ont eu 18 entraîneurs en 15 ans. Se pose la question quand même. Il se fera virer bien sûr, mais il se fait virer de Paris. Se pose la question quand même du retour de Leonardo. Leonardo, qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il est revenu? Est-ce que Leonardo est revenu? Il parle beaucoup, mais Leonardo est revenu pour Neymar, pour gérer un cas comme Neymar. Et il n'y arrive pas. Et il n'y arrive pas. Donc est-ce que Leonardo est la bonne personne? Nous vous le dirons dans le prochain épisode. C'est bon les gars? On a fait le tour. C'est bon, je pense, oui. Ça fait plaisir je pense oui. de vous retrouver. Je pense oui. Olivier, à bientôt dans les toquets du foot. Dès qu'on peut, on revient vous voir. Ciao. Ciao.